Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais. Pas encore. Non. Ah, je vais partager. Ouais, j'ai un petit souci. Bon, c'est pas grave. Je vous envoie le lien. Alors, du coup, ça se passera sur FigJam. Je vous envoie le lien. J'ai un petit problème avec le navigateur. Hop. Ça se passera sur FigJam. Nous rejoindre sur FigJam. Et je vous demande de me suivre. Hop. Alors, vous cliquez sur mon avatar. Et normalement, vous allez me suivre. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu le design critique chez Shine, comment ils l'ont fait, comment ils l'ont conçu. Déjà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler rapidement, je pense que vous connaissez déjà Friends and Figma, mais on va rapidement reparler un peu c'est quoi Friends and Figma. Alors, Friends and Figma, elle fait partie de Figma, mais pas trop. En gros, je ne sais pas si vous avez un peu remarqué, mais Figma aussi, Figma Paris, les bureaux de Paris, ils font aussi des events que ce soit in the file ou en fait des events en présentiel. Mais Friends and Figma, c'est en fait une communauté qui existe partout dans le monde. Elle existe à Paris, à Lille, à Lyon, ça existe en Europe, notamment à Berlin, en Allemagne, à UK, en Espagne, en Italie et aussi aux States. Donc en fait, c'est une communauté qui fait des events autour du design. On parle de Figma, mais pas que de Figma. On parle du design d'une manière globale et générale. En France ou à Paris, on a décidé de faire des événements tous les mois. Alors, parfois, ils sont en présentiel, notamment ce qu'on a fait avec Doctolib en octobre, à Datadog en septembre, parfois en hybride. Et aussi, on a fait beaucoup en virtuel, notamment celui d'aujourd'hui, celui de la semaine prochaine. On va vous parler rapidement après. Et voilà. Alors, on est trois chez Friends and Figma Paris. Il y a moi qui est Figma Community Advocate côté Paris, mais que je suis DesignOps côté Canal+. Il y a Pierre-Antoine aussi qui est avec moi et Hugo aussi. Je vais vous parler rapidement. Je pense que vous avez vu des posts sur l'event de la semaine prochaine. On aura la chance aussi de recevoir Antoine de côté Malte et Mathieu qui a créé en fait un super plugin qui s'appelle Clappy et qu'en fait on va parler un peu sur les plugins et le widget côté Figma, comment on s'est trouvé avec un espèce de customer journey pour voir dans chaque étape du design, c'est quoi les plugins et les widgets qui sont les plus utilisés et qu'on vous le recommande. Je vous rappelle qu'en fait, cet event, il est enregistré. Donc, vous pouvez trouver d'ici quelques jours l'enregistrement sur notre page friendsandfigma.com/Paris ou sinon sur notre chaîne YouTube. Je ferai une petite communication sur Twitter et LinkedIn notamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions tout en bas dans le FigJam. Donc, vous utilisez les post-it et vous posez vos questions tout en bas. Vous pouvez discuter entre vous pardon, dans l'outil Figma, en fait, on l'appelle Bivi, mais l'outil d'enregistrement côté Friends and Figma. Je compte sur vous pour rester bienveillant, gentil. N'hésitez pas à regarder le code de conduite de Figma si vous avez des doutes et des questions sur le code de conduite. Aujourd'hui, ce que je vous ai tout à l'heure, on va parler design critique et comment Shine, ils ont mis ça en place avec l'espèce comme on l'a mis plutôt à la sauce Shine et qu'ils ont mis en fait ce rituel progressivement. Donc en fait, on a le plaisir d'accueillir Charles-Henri, Thomas Pitot et Thomas Cochet pour nous parler un peu en fait dans leur pratique et comment ils ont mis en place le design critique. C'est à vous. J'arrête de parler. Alors, j'arrête pas de partager l'écran parce que j'ai pas partagé mon écran, mais c'est à vous. Plaisir. Je reprends l'écran, je partage et normalement vous voyez. Yes. Et on est tout bon.
C'est À toi, parti, Charlie. ça marche. Merci Hugo pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous les trois super ravis d'être là. Et en même temps un petit peu impressionné, faut pas vous le cacher. Je me présente, donc je suis Charles-Henri, lead product designer. Je suis arrivé il y a un an et demi chez Shine et avec Thomas et Thomas qui nous ont rejoints il y a à peu près un an pour notre toute première conférence en tant qu'équipe design. On avait envie de partager un sujet qui, nous pensons, parlera à chacun et chacune d'entre vous. En tant que product designer, quelle que soit la taille de l'équipe, le type d'orga, je vais évidemment parler de la design critique et ce rituel qui est à la fois apprécié et aussi un peu redouté. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'après en tant que designer, on pense qu'il est vraiment très important à la fois de recevoir des feedbacks, d'en donner, de se faire challenger sur nos choix de design, évidemment, pour nous aider à grandir en tant que product designer. Et en même temps, évidemment, redouter parce qu'il faut savoir accepter les retours, c'est pas évident. Il faut savoir prendre sur soi, savoir aussi exposer son travail. C'est quand même un challenge, un challenge à faire. Et chez Shine, en fait, la culture du feedback est très, très forte. Et bien que la design critique faisait partie déjà de notre quotidien, à au moment où l'équipe a vraiment grandi, on s'est posé la question si elle répondait toujours à nos attentes en tant que designer et équipe. Et c'est pour ça qu'on est là devant vous ce midi, pardon. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement comment on travaille un petit peu l'entreprise, l'équipe, comment on a mis en place le rituel. Ensuite, Thomas Pitrou prendra le relais et nous expliquera ce que, après un premier bilan, on a voulu mettre en place. Et ensuite, eh bien évidemment, Thomas Cochet nous partagera de nos prochaines étapes et un peu de ce qui a changé cette nouvelle mise en place. Alors, comme on est sympa chez Shine et que c'est bientôt Noël en fait, pour les courageux, les courageuses qui resteraient jusqu'au bout, eh ben, on a une petite offre pour toutes les personnes qui souhaiteraient ouvrir un compte Shine. Donc, eh ben, écoutez, on vous donne rendez-vous à la fin pour ça. Alors, présentation de Shine. Alors, rapidement, donc qu'est-ce que c'est que Shine? C'est un compte pro pour les indépendants, les TPE, les startups. J'espère qu'il y ait peu de monde qui connaissent pas Shine, ce serait cool. Alors, on a deux énormes piliers. Évidemment, on a un compte bancaire en ligne, comme tout, avec tout ce que peut proposer une banque moderne. Et surtout, on a un copilote administratif, c'est-à-dire que l'on va effectivement pouvoir générer pour vous devis et factures, vous aider dans le calcul des charges des cotisations sociales, vous permettre de faire des exports comptables, de rattacher des invoices à vos dépenses. Et il y a 2 ans de cela, on a été racheté par la Société Générale. Et en fait, notre plus grande mission là désormais aujourd'hui, c'est de concilier un peu ces deux mondes qui, à part jusqu'à aujourd'hui, s'opposaient et de trouver donc la bonne adéquation entre l'expertise de la Société Générale autour du crédit, par exemple, ou du conseil, et la flexibilité, évidemment, de ce que peut apporter une offre 100% digitale. Et pour cette mission, eh bien, il y a un an, chez Shine, il y avait 4 designers en 2021 répartis en feature team. Et un an plus tard, pour cette grande mission qui nous incombe désormais, on a fait x2 sur nos effectifs avec une nouvelle organisation plutôt squad. On a la particularité de travailler très étroitement avec la brand qui intervient vraiment dans tous les aspects design. En fait, on tente à chaque fois de
d'être challengé. Et en support, évidemment, on a une équipe product market et copywriting sur lesquels on s'appuie pour concevoir nos solutions. Alors, en termes de rituel, il faut savoir qu'on est quand même 50% en full remote. Ça, c'est la politique managériale de la boîte. On est capable d'être full remote si l'on souhaite. Donc, il y a évidemment la design critique qui est quand même assez centrale. On le fait une fois par semaine. On a un design update où on peut partager avec la brand tous nos sujets sur lesquels on travaille, toutes les questions, les news de la boîte, évidemment. Et on a aussi un temps qu'on a appelé Brand and Design, une fois toutes les 2 semaines, où on va échanger sur des problématiques plus larges sur le design, comme du tooling, des process, des exemples d'applications que l'on souhaite décortiquer, ou des côtés brand. Ils nous ont déjà partagé et expliqué des rebranding, comment ça se construisait. Et évidemment, en asynchrone, des channels Slack, commentaires Figma et vidéo Loom si besoin. Alors, concernant ensuite comment on travaille, le product designer a la total ownership du process produit, que ça soit effectivement lors de la définition du problème, souvent en partenariat avec le PM, avec la totale autonomie sur ces sujets, une collaboration très forte avec la brand et le copywriting. On fait souvent du peer designing aussi sur des sujets plus complexes. Et évidemment, et c'est là où on va en parler, il y a une très forte culture du feedback et on n'hésite pas à se challenger sur nos choix. Alors, comment ça se passait jusqu'à il y a à peu près 2 mois chez Shine. Donc, la design critique était un rituel hebdomadaire d'1 heure environ, sur lesquels on se synchronisait sur les sujets, sur les différents sujets que l'on souhaitait se faire challenger pour prendre du feedback et évidemment. Et sur la structure, on pouvait présenter à la fois des écrans pour avoir un retour plus UI oriented, mais aussi peut-être aussi sur certains, sur des flows ou process de user research, comme des scripts d'interview d'utilisateurs, etc. Alors, on postait tout simplement en fait sur le Slack dédié au product designer, donc un peu last minute, et on en parlera. Donc, un petit thread interpellant tous les designers sur les sujets et aussi en même temps sur quel type de retour il souhaitait, sur quel type de travail il souhaitait donc présenter. Évidemment, avec ça, on avait la nécessité d'avoir des référentiels. Pour une design critique, c'est hyper important. Donc, chez Shine, on en a 3. Évidemment, il y a le design critique sur lesquels on va s'appuyer, notamment sur les retours UI. Donc, il y a 1 an, on a décidé aussi de construire avec toute l'équipe nos design principles, car c'est hyper important, je pense, de s'appuyer sur ces grands piliers pour pouvoir à la fois donc, être en raccord pour que toute l'équipe design soit alignée et en même temps donc, puisse s'appuyer sur ces piliers-là pour donc, la design critique. Donc, on a fait ça évidemment autour d'un workshop en mode idéation pour finalement arriver à ces 6 design principles qu'on essaye donc d'appliquer. Et un troisième en fait pilier sur lesquels on s'appuie et qui est encore en working progress chez nous, c'est les copywriting guidelines. Donc effectivement avec deux grands buckets, une partie sur le tone of voice de la brand, comment donc on parle à nos différents segments, car on n'adresse pas on n'adresse pas les mêmes types de clients. On a aussi des très fortes valeurs de transparence
et d'inclusivité. Donc, comment tout cela c'est mis en place, et aussi avec un référentiel de do don't sur qu'est-ce que l'on doit mettre dans un CTA, quel est le type de titre et comment on parle à nos utilisateurs. Alors, si vous souhaitez aller plus loin sur cette partie-là, il y a donc Gilly Zhuo, qui est l'ex design VP de chez Facebook. Je crois qu'elle est partie au bon moment. Qui a fait un super thread sur la design critique. Et je vous ai mis le lien juste en dessous. Et il y a aussi une lecture qui est hyper intéressante. C'est le Discussing Design de Connor et Irizarry, qui peut aussi vous aider, vous, à structurer vos designs critiques. Et alors, si on pouvait un peu résumer tout ça, il faut savoir que le design critique chez Shine, c'était qu'il fallait que tous les objectifs et les attentes soient clairs. Et ça, c'était hyper important. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des éléments à modifier. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le retail en soi, c'est un rituel qui va s'adapter et évoluer aussi selon la taille et les attentes de vos équipes. Ça, c'est vraiment hyper important. Ce qui m'amène donc à laisser la parole à Thomas Pitou pour vous parler des solutions mises en place et ce qui a changé après notre premier bilan. Merci, Charlie. Moi, je vais vous parler des solutions qu'on a mises en place et comment on a fait ça. En fait, on a profité de notre off-site entre designers qu'on a fait il y a quelques mois pour un peu réfléchir à ce problème-là et voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, en fait, l'objectif du workshop, c'était vraiment de faire un peu un état des lieux de notre design critique à l'état actuel et identifier ce qui n'allait pas et voir vers quoi on voulait l'amener. En fait, on s'est posé tous notre corner Shine à la station F. Et d'abord, on a réfléchi, la première étape, c'est de réfléchir à ce qu'on aimait dans la design critique sous son format actuel et ce qu'on voulait conserver. Ce qu'on est ressorti, c'est d'abord que, Charlie vous en parlait tout à l'heure, mais il y a la moitié de l'équipe qui est en remote. Et du coup, c'est vrai que ça a permis ce moment d'échange, vraiment de comprendre ce sur quoi on travaillait chacun, parce que c'est vrai qu'on est en squad et puis on n'est pas forcément tous au clair et tous synchronisés sur quoi on travaille. Donc, cette design critique, c'est un moment d'échange et de synchronisation entre designers. Ce qu'on aimait bien, évidemment, c'est un peu le but premier d'une design critique, c'était de recevoir du feedback sur les designs qui sont en cours. Et c'est vrai que ce meeting, il est un peu, il suit la philosophie de Shine dans le sens où, évidemment, qu'on donne du feedback. Et comme l'a dit Charlie tout à l'heure, c'est pas forcément un moment évident parce que en fait, vous allez challenger vos choix de design à l'ensemble des autres designers. Et parfois, ça vous amène peut-être à retravailler pas mal de choses que vous avez déjà faites. Mais en tout cas, on a toujours privilégié l'écoute et la bienveillance, même si, encore une fois, on donne du feedback. Donc ça, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qu'on voulait conserver et qu'on apprécie dans le meeting actuel. Ce qu'on aime bien aussi, c'est que dans la forme du design, de la design critique actuellement, c'est que en fait, on peut partager plein de choses sous différentes formes qui sont, autant on peut avoir des sujets très avancés et là, on va plutôt présenter des maquettes, des prototypes haute fidélité, etc. Ou on peut aller sur des trucs beaucoup plus early, ça peut être un user journey, ça peut être un service blueprint, ça peut être une méthodologie de discovery qu'on aimerait utiliser dans notre recherche et sur laquelle on aimerait bien avoir du feedback. Et voilà, donc du coup, c'est cette diversité de sujets, de livrables qu'on appréciait et encore une fois, on voulait conserver. Et enfin, on ne va pas se mentir, savoir présenter et défendre ses choix pour un product designer, c'est hyper important. Et donc, du coup, on avait le sentiment que cette design critique aussi, c'est un bon exercice pour présenter à l'oral à différents stakeholders nos choix et les sujets sur lesquels on bosse. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on apprécie. Donc, une fois qu'on a un peu fait la liste de tout ce qu'on aimait, de tout ce qu'on voulait conserver dans notre design critique, évidemment, on s'est penché sur ce qui allait moins bien et ce qu'on voulait améliorer.
pour être tout à fait honnête, on n'était pas super bien organisé, dans le sens où une design critique, comment ça se passait? En gros, le jour J, il y avait, Charlie vous a montré un exemple tout à l'heure, mais en gros, un de nous postait un message sur Slack et disait est-ce que vous avez des trucs à présenter aujourd'hui ou pas? Parfois, il y avait peu de gens qui avaient des choses à présenter, mais parfois, à l'inverse, il y avait beaucoup de gens qui avaient des choses à présenter, des choses qui étaient assez conséquentes. Et là, en fait, on s'est très vite rendu compte que le temps était trop limité, en plus, on a, et c'est particulièrement vrai dans la fintech, parfois on a des sujets, des contextes qui sont très compliqués à expliquer, et du coup, les autres, ça prenait du temps pendant la design critique, on perdait déjà au moins 5-10 minutes par personne, juste pour pouvoir expliquer le contexte, qui nous amenait à présenter le projet aujourd'hui. Les autres designers n'avaient pas forcément le temps d'appréhender vraiment les tenants et les aboutissants du contexte, ce qui fait qu'en retour, forcément, les feedbacks qui étaient donnés n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis, ensuite, c'est vrai que parfois, comme on n'avait qu'une dizaine critique par semaine, tout simplement, les feedbacks arrivaient trop tard et que des fois, il y avait des feedbacks qui impactaient énormément le travail déjà engagé et qui, en fait, malheureusement, on ne pouvait plus les prendre en compte parce que c'était trop tard. Et c'est vrai que, vu que la design critique sous sa forme actuelle chez Shine, c'était un meeting uniquement entre designers, on avait tendance un peu à décorréler les enjeux business, la stratégie à court et moyen terme de Shine, ce qui fait qu'encore une fois, on avait des feedbacks qui étaient vraiment très décorrélés de toute cette stratégie-là et qui parfois même avaient tendance à être très portés sur l'esthétisme et sur la partie UI et du coup, on n'avait pas des retours holistiques comme on aurait voulu, quoi. Globalement, donc pour résumer, en gros, les 3 problèmes qui ont émergé, c'est que, on n'avait pas assez de temps, ce qui fait que du coup, quand on avait des sujets très compliqués, on n'avait pas le temps de les présenter ou ça prenait trop de temps et les feedbacks qu'on nous donnait n'étaient pas forcément actionnables parce que décorrélés de tout le contexte du projet. On laissait de côté, encore une fois, les aspects business, etc., alors qu'en fait, c'était vraiment le cœur des sujets. Et enfin, ce manque d'organisation et de rigueur faisait que tout le monde n'avait pas l'opportunité de pouvoir présenter ses sujets et certains dépassaient, etc. Enfin, on va en parler après. Tu peux changer de slide, Togo, merci. Alors, du coup, une fois qu'on a identifié toutes ces failles, on a essayé de lister un peu les actions qu'on voulait mettre en place. Tout d'abord, de manière ultra simple et évidente, c'est qu'on s'est dit peut-être qu'aujourd'hui, 1 heure seulement pour présenter des sujets, c'est juste trop court. Comme Charlie vous a montré tout à l'heure, on a scalé assez vite et ce qui était OK pour 2 ou 3 designers n'était plus forcément avec 5 ou 6 designers. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, peut-être que la première solution, c'est simplement juste de rajouter un slot pour présenter d'autres sujets. Alors, ce n'est pas forcément systématique. Les semaines où il va y avoir peu de sujets, en fait, on garde comme d'habitude 1 heure pour présenter. En revanche, si là, il y a des moments où on sent qu'il y a beaucoup de sujets, et c'est de plus en plus le cas, évidemment, on se permet de rajouter un slot dans l'agenda. Alors, évidemment, ça fait plus de meetings sur la semaine, mais on s'est dit que malgré tout, c'était important, si besoin, de se rajouter ce temps supplémentaire. Ensuite, pour pallier un peu à notre manque d'organisation, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un template Notion qu'on pourra vous partager d'ailleurs à la fin de la présentation. Et ce template Notion, qu'est-ce qu'il contient? Globalement, c'est un template qu'en tant que designer, si vous avez quelque chose à présenter, vous allez le remplir. Et il y a des choses comme vous allez remplir tout simplement le nom du projet, le temps que vous pensez nécessaire pour présenter aux autres designers. Et puis ensuite, vous allez rentrer un peu plus dans le détail, à savoir, vous allez déjà parler du problème que vous essayez de résoudre ou de l'opportunité que vous essayez de saisir à travers ce projet-là. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce projet-là? Et on parlait justement de ramener du business et des objectifs business. Donc, on essaye de le ramener dans le template Notion. Et enfin, les métriques sur lesquelles on veut faire bouger les choses, que ce soit de l'acquisition, de la rétention, etc. Donc, attends, j'avais pas fini. Du coup, c'est à la responsabilité du designer qui présente de remplir ce template, mais c'est aussi à la responsabilité des autres designers de lire ces templates-là. L'idée, c'est qu'en général, on demande aux designers qui veulent présenter de le remplir 2-3 jours à l'avance. Comme ça laisse le temps aux autres d'un peu de comprendre un peu et de lire un peu tous les contextes qui vont être évoqués pendant la design critique.
Ensuite, c'est vrai que pendant les design critiques, encore une fois, on parlait de problèmes organisationnels, on n'avait pas forcément on ne checkait pas forcément l'heure qui passait, et c'est vrai que parfois il y avait des sujets qui dépassaient un peu le temps qu'on s'était dit qu'on allouerait, et ce qui fait qu'au final, la dernière personne qui passe pour présenter son sujet, il lui restait très peu de temps, voire pas de temps du tout, ce qui était un peu embêtant. Donc ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait mettre en place un rôle de facilitateur pendant la design critique, qui aurait 2 missions globalement. La première, c'est en début de semaine, rappeler à ceux qui veulent présenter de bien remplir le template Notion pour être sûr que les autres puissent lire le contexte du projet. Et ensuite, vraiment pendant la design critique, d'être un peu le garant du temps qui passe et de bien faire en sorte que chaque personne respecte le temps dont il a besoin pour qu'au final, tout le monde puisse présenter les sujets sur lesquels il travaille. Jusqu'à présent, la design critique, c'était un meeting qui était, comme je vous le disais, qui est réservé aux designers et que parfois, en fait, malheureusement, aussi, les feedbacks qui étaient donnés étaient du coup très corrélés au design. Et on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de parfois, alors évidemment pas tout le temps, parce qu'on voulait aussi garder une design critique dans sa forme classique, on va dire, mais on voulait de temps en temps, de manière exceptionnelle, quand il y a un sujet qui s'y prête, organiser d'autres stakeholders. Donc ça peut être autant des PM, des devs, ça peut même être des gens du métier, des sales, des ops, etc. Pour qu'eux aussi aient ce moment d'échange et de puissent donner des feedbacks selon leur prisme métier à eux. Et on s'est dit que ça ferait que enrichir les feedbacks qui sont donnés au final. Et voilà, donc pour ce genre de meeting, on va plutôt être sur des phases assez early dans le projet et pas en bout de course quand il s'agit de rebondir et de donner du feedback sur des choses du type des maquettes, etc. Enfin, c'est vrai que je vous parlais, du coup on a beaucoup parlé de la design critique en tant que meeting, et Charlie vous en parlait un peu plus tôt, mais on partage des choses donc, pendant ce meeting-là, mais il y a aussi évidemment pendant toute la semaine, ça arrive de manière très régulière qu'on partage aussi ou on demande du feedback sur un autre canal, sur Slack. Sauf que se pose la question un peu, on n'était pas forcément on n'était pas forcément aussi aligné sur à quel moment je dois demander du feedback durant la design critique et à quel moment je dois demander du feedback sur Slack. En fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un arbre de décision que chacun peut utiliser pour, au final, choisir quel est le meilleur canal pour récolter du feedback et partager des choses. En fait, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Il y a d'abord, évidemment, est-ce que le contexte il est compliqué à expliquer? Si vous avez un contexte qui est très compliqué, là, peut-être vous aurez tendance à privilégier un échange synchrone pendant la design critique pour avoir un échange oral avec les autres participants. Là où si vous êtes sur un sujet assez simple, peut-être que juste la forme écrite sera suffisante pour, voilà, encore une fois, pour partager quelque chose, sachant qu'on a tendance aussi, sur des sujets moyennement complexes, à potentiellement y rajouter une vidéo sur Loom qui permet un peu d'expliquer de manière plus profonde le sujet. Il y a aussi cette dimension de l'urgence et des deadlines. Est-ce que je peux me permettre d'attendre une semaine la design critique pour récolter du feedback, ou est-ce que vraiment c'est urgent et là je vais peut-être favoriser l'échange asynchrone sur Slack, peut-être que ce sera asynchrone, mais peut-être qu'au final j'aurai quand même un retour plus rapide. Et enfin, il y a une troisième dimension, évidemment, c'est est-ce que il y a beaucoup de sujets à présenter cette semaine en design critique? Si oui, peut-être que je vais favoriser les échanges asynchrones sur Slack. S'il n'y a pas grand monde, éventuellement, évidemment, je peux me positionner sur la design critique pour présenter mon sujet, quoi. Et dernière chose qu'on a voulu mettre en place, Charlie vous parlait tout à l'heure des design principles qu'on avait mis en place il y a quelques temps lors d'un workshop collaboratif. C'est vrai que on a réussi à s'aligner sur une vision et c'est vraiment sur des grands principes de design. En revanche, on avait l'impression qu'on n'avait pas encore passé l'étape suivante qui était d'appliquer ces design critiques, ces design principles dans notre workflow au quotidien. Ce qu'on a décidé, c'est vraiment de ramener ces design principles d'abord dans la design critique, dans le meeting vraiment, mais aussi même en amont que en fait ces design principles soient vraiment une espèce de checkpoint, une espèce de moulinette par laquelle doit passer votre design pour être sûr qu'il coche un peu
tous ces points-là qui sont un peu la vision du design qu'on a chez Shine. Et ce qu'on avait envie de faire, c'est aussi qu'on puisse les utiliser vraiment dans le meeting et que chacun puisse dire « Ah, attention, tu as pensé à ce design principal ». Et voilà, et vraiment challenger les choix de design au regard de ces design principal. Voilà, maintenant je vais passer la parole à mon collègue Toko qui va parler de la suite. Merci Thomas et rebonjour à tous. Du coup, une fois qu'on a mis en place la design critique et qu'on a réussi à la faire transformer en quelque chose qui nous convenait mieux au niveau format, ça ne s'arrête pas là. Le plus important, un moment clé dans la design critique, c'est l'après, et notamment ce que la personne qui a présenté ses designs va faire. Nous, on a décidé de découper ça en 4 étapes pour s'assurer que c'était un système qui était périn. D'abord, le but, c'est de rassembler les feedbacks récoltés pendant la design critique. Donc, pendant que les designers font leurs différents feedbacks, c'est important de bien tout noter. Là, il y a plusieurs manières de le faire et ça, on le laisse un peu à la main du designer. Ça sera soit directement sur Figma via des petites cartes, soit via les commentaires Figma, ou alors via un fichier Notion pour tout centraliser, ce qui permettra ensuite de prioriser les sujets et les retours en fonction de leur pertinence. C'est assez compliqué, comme on disait, de présenter des sujets fintech et de les contextualiser. Du coup, il y aura forcément certains retours qui seront plus pertinents que d'autres. Et le but, c'est de les trier pour pouvoir les traiter dans un temps imparti. Ensuite, une fois que tout ça, ça a été priorisé, l'idée, c'est de les prendre en compte dans ces designs en pensant bien à faire un versionnage pour montrer l'état avant la design critique et l'état une fois que ces retours auront été pris. Et enfin, le but, c'est de communiquer les changements qui ont été effectués. Ça, en général, ça se fait de manière asynchrone. Encore une fois, grâce à l'arbre de décision que Thomas vous présentait tout à l'heure. Si c'est assez simple, un thread Slack suffit. Si ça demande un peu plus de retour et de complexité, on peut faire une vidéo Loom. Ou alors, si c'est vraiment un écran qui est essentiel sur Shine, ça peut être l'objet d'un second slot durant une design critique. Pour faire en sorte que tout se passe bien, il y a certains points d'attention sur lesquels il faut porter une attention précise. Tout d'abord, l'idée, c'est de respecter les délais imposés pour la critique dans son ensemble, mais également pour chacune des critiques individuelles. Ça permet vraiment de se cadrer. Bien sûr, les premières fois, on pourra un petit peu dépasser parce que c'est assez difficile d'estimer le temps qu'on met à présenter. Mais le but, c'est vraiment de réussir à rester dans un créneau de temps imparti. C'est également important de bien formaliser le contexte en amont grâce au template Notion dont on vous parlait plus tôt pour maximiser la pertinence des feedbacks. Parce qu'avec un bon contexte bien expliqué et en ayant pris le temps de le lire, on proposera des retours qui seront beaucoup plus pertinents et qui seront donc du coup plus actionnables. Ce qui est un des problèmes qu'on avait rencontrés auparavant de notre ancien format de design critique. Et enfin, on l'a déjà pas mal répété, c'est assez important d'évoquer les enjeux business, que ce soit à la fois dans le contexte, expliquer pourquoi on le fait d'un point de vue business, quel KPI on essaye de faire changer, et également dans les feedbacks qu'on va donner. Plutôt que de dire, par exemple, juste change-moi ce bouton, c'est intéressant de justifier ce choix par une problématique business que ça pourrait permettre de répondre. Aujourd'hui, c'est un format qu'on a adopté depuis 2 mois. Donc, on n'a pas encore un moyen de mesurer son impact de manière quantitative. Par contre, on a pu le faire de manière qualitative en demandant aux différents designers de nos équipes. Je vais vous partager du coup leur retour un petit peu à chaud. Il y a Florent qui nous dit que du coup, le meeting est plus organisé, clair et efficace. Et le fait d'avoir un format qui est prédéfini, ça aide à faire des retours qui sont concis et à pas s'éparpiller d'autres sujets. Du coup, on garde le focus et tout le monde peut donner son feedback, ce qui n'était pas forcément le cas dans notre ancien format. Et il y a Aurélien qui nous dit aussi que cette nouvelle organisation, elle a rendu l'exercice qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Vu qu'on connaît déjà le contexte, on peut directement commencer à faire des retours sans perdre de temps à mettre tout le monde sur au même niveau d'information. Et on gagne plus de temps et surtout, on est plus concentré. Du coup, les feedbacks qu'on propose sont plus pertinents. Pour aller plus loin, une fois que vous aurez bien maîtrisé la design critique, on a un petit conseil à vous donner, qui est d'utiliser le framework Horses. C'est un framework qui, de base, a été pensé par Rémi Guyot de chez Blablacar et qui a été rapatrié chez Shine par Charlie. C'est un framework qui permet de thématiser les designs critiques autour d'un des 6 thèmes. Donc, on a Hide qui est là pour retirer un élément de l'interface, Organize qui est plutôt lié à la structure, Reduce qui est plutôt au côté du content, réduire le nombre d'images, le texte, Standardize qui se focus autour du design system, Erase qui est vraiment dans une optique plus profonde que Hide, qui est vraiment de supprimer des éléments pour simplifier et clarifier. Et enfin, Shine, c'est l'élément qu'on a ajouté de notre côté,
qui est d'ajouter quelque chose de delightful, un peu une bonne surprise qui fait briller les interfaces. Ce framework-là, il y a deux manières de l'utiliser. Soit on peut thématiser une design critique autour de l'un de ces systèmes. Par exemple, on dit que la design critique, elle va se poser sur le sujet standardize et que du coup, on va vraiment s'assurer à faire en sorte de ne pas créer de nouveaux éléments et de réutiliser quelque chose qui existe déjà dans le design system aujourd'hui. Ou alors, une autre manière de le faire, c'est d'attribuer chacun de ces thèmes à un des designers présents pendant la design critique et ça restera son focus lorsqu'il donnera son feedback. Par exemple, Charlie qui s'occupera d'ajouter un petit peu de delight, ce qu'il aime bien faire avec les micro-interactions, ou Thomas qui s'occupera de retravailler la structure et la hiérarchie du layout. Bien entendu, on vous a parlé de ressources tout à l'heure, notamment le template Notion qui a été designé par Emeline, notre product designer. On va pouvoir tous vous les partager pour que vous puissiez vous aussi les utiliser et actionner ça au sein de vos entreprises. Il y aura aussi l'arbre de décision que Thomas Pitou a fait, dont il vous a parlé, et également le framework Orsys qui a été pensé par Rémi Guyot et un peu réinventé à la sauce Shine. Je repasse le micro à Charlie pour la conclusion. Merci Thomas. Merci pour votre écoute. Juste en fait tous ces éléments que l'on a mis en place, c'est encore vraiment tout jeune. On voulait vous partager un peu ce que l'on avait mis en place. L'idée, c'est que je crois qu'il y a pas de véritable design critique qui matchera toutes les attentes. Le mieux, c'est de savoir picorer un peu partout en espérant que ce que vous a partagé vous servira. Et c'était le but de tout ça, d'apporter ce qui, nous, aujourd'hui, fonctionne beaucoup mieux et de le partager à la communauté. Juste aussi un petit disclaimer pour Shine. Il faut savoir qu'on recrute. On recrute aussi deux product designers. Donc, si ça vous dit de rejoindre cette super équipe, n'hésitez pas donc à vous mettre en relation avec Anne-Lucie Bergeon. Donc, on a 2 postes ouverts sur la partie copilot et la partie onboarding, qui est plutôt sur des thématiques d'acquisition. Et voilà. Et puis, comme promis, donc la petite surprise, c'est que on vous offre un mois supplémentaire sur l'offre Shine Basic et Shine Premium pour l'ouverture d'un compte. Donc, n'hésitez pas à tester Shine. Maintenant, session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges, c'est très, 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 très pertinent. Alors, il y a pas mal de questions. Je vais commencer par les questions qui sont les plus notées. Alors, j'ai une question de Damien. Il pose la question: comment avez-vous fait pour former les designers à faire des feedbacks de qualité et éviter l'effet? C'est une super question. Alors, pour être en totale transparence, on n'a pas formé former nos designers à ça, étant donné que c'est un peu un trait continu chez nous d'horizontalité, d'effectivement de feedback et de challenger certains choix dans toujours alors par contre, il y a le respect, la bienveillance, mais les gens n'hésitent vraiment pas à dire quand ils estiment qu'il y a peut-être quelque chose à faire autrement sur un choix, mais aujourd'hui, il n'y a pas de formation de feedback. Donc, mais ça peut être effectivement un moyen, parce qu'on a pour le moment, donc Philippine et moi qui sommes lead, on n'a pas eu l'impression d'avoir à soit tempérer des retours, peut-être parce que peut-être un petit peu trop frontaux dans la forme, ou quand ça doit être dit, c'est dit lors de 101. Mais en tout cas, il n'y a pas spécifiquement de mais en même temps, il n'y a pas que l'effet bisounours, je vous rassure, on n'a pas tous notre langue dans la poche, donc c'est plutôt assez dynamique. Top.
Et une autre question, alors qui participe aux ateliers design critique? Comment traitez-vous les retours Focus UI posés par des non-designers, notamment les PM ou des autres stakeholders? Je peux la prendre si vous voulez, cette question. Qui participe ce qu'on disait, c'est que de base, c'est que le designer. Et que du coup, maintenant, on commence à offrir du coup, la possibilité à d'autres stakeholders qui nous paraissent pertinents de participer à ces meetings. Ça reste quand même, on va dire, foncièrement un truc de designer, on va pas se mentir. Mais voilà, on avait envie un peu d'ouvrir pour justement, comme je disais, d'avoir des feedbacks qui soient peut-être un peu plus enrichissants et avec une vision un peu différente, etc. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Pour ce qui est des retours Focus UI, alors peut-être qu'on a posé par des non-designers. Alors peut-être qu'on a différentes façons de faire. Moi, je vais juste vous partager ma vision que j'ai. C'est que moi, j'ai toujours été hyper open sur les feedbacks, que ce soit des techs, des PM, etc. Je ne vais pas vous mentir, il y a même des fois des PM ou des développeurs qui ont fait des retours. Je dis, ah bah oui, carrément, tu as raison, etc. Donc je pense qu'il faut rester assez ouvert là-dessus. Après, c'est juste bien être sûr de qui a le dernier mot, entre guillemets, entre un designer, un PM. Je pense qu'on a chacun nos périmètres, même si on sait que parfois ça peut y avoir un overlap. Mais en tout cas, je pense que c'est important de rester vraiment ouvert là-dessus et de ne pas se dire que sous prétexte qu'on est designer, on a forcément la bonne réponse. Et voilà, et de trouver en fait que d'autres gens qui ne sont pas forcément designers peuvent avoir une bonne, avoir des bons feedbacks, même si c'est sur le UI, là où en général, c'est plutôt les designers qui sont spécialistes, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres retours, Charlie Toko et Thomas, mais... Parfait. Une autre question, est-ce que les maquettes sont partagées avant le design critique? Ça permet pour les participants d'appréhender un peu la maquette avant? Oui, en fait, comme ça fait partie des éléments que l'on met dans le Notion. Donc, lorsque l'on a un sujet, eh bien, on va mettre tout simplement le lien vers le Figma. Et donc, effectivement, toutes les personnes qui seront dans la prochaine design critique auront loisir d'aller voir et de comprendre mieux l'enjeu. Très clair. J'ai une question de François qui demande combien de designers ou people participent à la critique au maximum? Infini. Non, tout simplement, en fait, aujourd'hui, on a encore la possibilité que tout le monde puisse y participer parce que on est encore une petite équipe. Donc là, tous les participants sont présents, tous les designers, ce qui me fait rebondir sur une des questions qui est: est-ce que la présence à ce rituel est obligatoire ou recommandée? Étant donné que on cherche à avoir quand même une cohésion d'équipe assez forte, on n'a même pas eu à dire qu'elle était obligatoire. Je veux dire, naturellement, tous les designers sont là. Donc, c'est peut-être une chance et on est très content. Mais on n'a jamais dû dire à quelqu'un ramène-toi, t'es pas la design critique. Donc, elle est obligatoire, mais en même temps, elle n'est pas contraignante. Donc voilà. Se pose évidemment. Pardon, excuse-moi. Pardon. Pour rajouter, je rajoute un petit élément. Se pose effectivement la présence ensuite, quand on va encore scaler encore plus, comment on va pouvoir, et donc ça va être un autre type d'enjeu, comment on va pouvoir inviter tout le monde. Mais ça, on n'a pas encore la réponse. Vas-y Thomas, je te laisse la main. Ouais, j'allais juste dire qu'effectivement, il y a une espèce de trade-off implicite, comment dire, qui est que, en fait, si toi, à un moment donné, tu veux espérer avoir des retours quand tu prends un sujet, c'est un peu normal à un moment donné que toi-même, tu participes au design critique pour pouvoir donner tes retours. Donc, ça me paraît un peu logique. Et encore une fois, comme a dit Charlie, c'est pas du tout, même personne n'a évoqué le sujet de est-ce que je peux venir ou pas. Il est déjà arrivé, évidemment, dans des moments de rush où quelqu'un va dire j'ai pas le temps de participer, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un plaisir et les gens sont contents de pouvoir, pouvoir se synchroniser sur les sujets en cours et de découvrir des sujets qui vont peut-être potentiellement sortir bientôt. Et en même temps, effectivement, de pouvoir récolter du feedback pour s'améliorer et améliorer le produit, quoi.
Ok, alors j'ai une question. Si l'équipe grandit encore, comment pensez-vous voir évoluer ce rituel? Ah, la question piège, j'adore. Euh, Honnêtement, j'ai pas la réponse. Déjà, on va effectivement tester ce nouveau format pour lesquels on a déjà de bons retours. Et je pense que c'est c'est un rituel où il faut de temps en temps faire une sorte de bilan. Bilan pour voir s'il est toujours, il fonctionne toujours aussi bien, qu'on n'ait pas le sentiment d'un cercle un peu vicieux et de quelque chose de assez plan-plan où ah bon bah voilà on va encore parler sur les mêmes choses la même façon donc au moment où on verra effectivement où il y aura certains peut-être points de friction ou bloqueurs ou des gens justement peut-être moins d'assiduité ou autre, on pourra se reposer cette question-là. Aujourd'hui, il est encore trop tôt et peut-être ça fera peut-être partie d'un follow-up de cette session. Mais là, j'ai pas encore toutes les réponses à cette question-là, en tout cas. Ok, très clair. Alors j'ai une question de Damien. Avez-vous intégré aux OKR des profils seniors leur participation active au design critique? Alors, non. Enfin, en termes d'objectifs, en fait, même à tous les niveaux, à tous les niveaux dans notre carrière path chez Shine, on a un point sur les feedbacks, effectivement, mais c'est plus sur potentiellement, non pas, on n'a pas besoin de mettre des OKR là-dessus sur les profils. C'est quelque chose que l'on fait naturellement. Plus sur les profils seniors, effectivement, on est plus sur des impacts cross-team à la limite que sur purement des feedbacks parce que il n'y a rien de contraignant. Donc, de notre côté, ça n'a jamais été quelque chose où l'on devait un peu mesurer puisque ça se faisait de façon naturelle en fait. Donc, aujourd'hui, non. Et je trouverais ça un peu un peu dommage de mettre ça en sorte de pendant de tu participes beaucoup, ça fait partie de tes OKR. Enfin, je comprends la question, mais en même temps, je pense que tout designer pouvoir donner du feedback. En fait. Donc non, il n'y a pas de OKR spécifique là-dessus. Une question de François. Pour vous, à quel moment intervient le design critique dans le processus de design? Eh ben, tu vas répondre, Thomas? Yes, bien sûr. Comme on m'expliquait tout à l'heure pendant la présentation, en fait, on fait intervenir en fait, la design critique, elle intervient toutes les semaines. Du coup, ça peut se faire à n'importe quel moment du processus design. Ça peut être très simplement présenter des flows ou des idées, tout simplement pendant la design critique. On peut même aller encore avant de cela et présenter, par exemple, des guides d'interview ou tout ce qui va être lié à la discovery. Ça peut intervenir aussi au milieu du process design pendant qu'on est en train de créer les écrans ou à la toute fin, par exemple, pour valider que le flow est bien compris de tous et potentiellement rajouter du delight, vérifier le copywriting. Donc, on n'a pas vraiment de moment clé. En fait, c'est dans la vie d'un projet, à un moment où tu as besoin de feedback, tu demandes un slot pendant la design critique et tu présentes ton sujet en ayant bien expliqué le contexte avant dans le template. Alors, j'ai une question très, très, très intéressante. Il y a pas mal de votes en plus dessus. Alors, comment vous faites pour être aussi cool chez Clermont? Moi, j'ai envie de ne pas répondre et de dire postule chez Shine et tu verras, tu auras ta réponse. Ah, La réponse, c'est parfaite. Je me demande bien qui a posé la question. alors j'ai une autre question. Comment se déroulent les designs critiques quand
on est un seul designer dans une petite entreprise? Ça, c'est Euh, intéressant. Ouais. c'est un super sujet. Je pense que alors, à la limite, dans ces cas-là, alors après, je ne sais pas le type d'orga, est-ce que donc il y a un seul designer, un PM, ou est-ce que il y a potentiellement d'autres stakeholders. Peut-être c'est non pas effectivement de faire ça entre designers, parce que c'est pas possible, mais de préparer une réunion avec les différentes autres personnes de l'entreprise qui pourraient qui pourraient avoir effectivement un retour là-dessus. Aujourd'hui, ça serait le seul conseil que je pourrais donner. Mais effectivement, c'est un sujet à lui tout seul, sans vilain jeu de mots. Mais ouais, le conseil, ouais, effectivement, ça serait potentiellement d'associer d'autres personnes de la boîte et de faire l'exercice, expliquer le contexte de mise en situation et d'avoir des retours. Ça sera effectivement peut-être moins des retours métiers, mais potentiellement peut-être plus sur des sujets d'usabilité, de compréhension de l'écran et effectivement peut-être aussi de job to be done, de comprendre et d'effectuer la tâche comme si elle était attendue. Ouais, effectivement, dans tous les cas, il ne faut pas tomber dans le piège de dire je suis le seul designer, donc je suis le seul capable de juger le design. Et il y a aussi des gens, parfois, quand ils sont seul designers, moi j'ai déjà rencontré des gens qui partageaient leur design avec d'autres d'autres designers qui ne sont pas forcément dans la boîte. Alors après, il faut juste faire attention à des questions de confidentialité, évidemment, mais si le sujet s'y prête, s'il n'y a pas ce problème de confidentialité, pourquoi pas très bien se rapprocher et de commencer à former des connexions avec d'autres designers et de pouvoir se partager pour un peu, voilà, si tu es en mesure de pouvoir expliquer simplement le contexte, ça peut tout à fait se faire avec d'autres designers qui sont hors de la boîte, ça te permet d'avoir du feedback UI, d'autres ou autres, quoi. Alors, j'ai une petite remarque. Alors, apparemment, ils n'arrivent pas à ouvrir la template Notion du design critique. Je Je pense que suis dessus. c'est, on verra ça post. Je vous envoie le lien updaté. Je prends note. Alors, du coup, on avait une autre question de Damien. Ça, on a répondu. Alors, existe-t-il des designs critiques pendant lesquels plutôt, personne n'a pas de retour aux remarques et tout va bien? Je suis en train de réfléchir. Voilà. Enfin, non, il y aura toujours je pense que, alors, faire un retour pour un retour, il faut qu'il y ait de la valeur, évidemment. C'est la base, c'est la base du feedback. Mais ouais, c'est arrivé que ça aille très vite parce que c'était soit sur juste un choix. Ben, comme ça peut ça peut partir de sujets différents, par exemple sur du contenu. Des fois, il est important d'avoir le bon ton. Même si on fait ça en collaboration avec le copywriting, des fois, on hésite entre deux types de conversations que l'on souhaite avoir avec son utilisateur. Et effectivement, dans ces cas-là, bon, bah, ça va très vite. On essaye de trouver, de trouver ce qui est le meilleur. Et potentiellement, ça peut aller très, très vite. Mais il y a souvent toujours quelque chose à dire. Parce que bon, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, on essaye par contre, que le retour soit pas un simple retour pour faire un retour. C'est qu'il y ait quelque chose de valorisant, soit pour le business, soit parce que il y a quelque chose à dire autour des design principles ou du design system, par exemple. Mais en tout cas, ça peut aller vite sur des petits sujets. J'ai une question au niveau de la préparation. Alors, une des difficultés de design critique, c'est de trouver l'équilibre entre trop
peu de préparation et trop de préparation. Comment avez-vous trouvé cet équilibre? Si trop d'efforts autour de la préparation, moins de designers vont vouloir participer à la critique. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, moi, personnellement. En fait, apparemment, et n'hésitez pas la personne en fait à dire si c'est vraiment ça ou pas, mais c'était en fait sur le design critique, souvent on prépare en amont cet atelier-là, et du coup, est-ce qu'il y a une grosse préparation ou en fait juste en fait une petite préparation? Comment vous avez trouvé un juste milieu entre je vais pas trop la préparer et je prépare rien du tout, et en fait c'est un peu à l'arrache, quoi. Non, bah, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, on était peut-être trop à l'arrache au début, et du coup, on perdait énormément de temps à expliquer le contexte du projet, ce qui fait qu'au final, on perdait vachement de temps. Du coup, bah, en fait, maintenant, la préparation se fait surtout en amont. Après, la préparation, elle se fait surtout sur, bah, encore une fois, sur le contexte, sur les objectifs, etc. Après, au-delà de ça, je ne suis pas sûr qu'on prépare beaucoup plus qu'avant, mais c'est juste que les autres sont plus au fait de ce sur quoi on va parler quand ils arrivent dans le meeting. Et voilà, quoi, c'est tout. Sinon, non, on ne prépare pas plus que ça, c'est plutôt assez spontané. Et puis après, il y a des fois, il y a des meetings, il y a quelqu'un qui va juste un tout petit truc, ça va lui prendre 10 minutes, d'autres personnes qui aura peut-être besoin de quasiment une demi-heure pour présenter quelque chose. Donc ça va pas vraiment, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Après, encore une fois, si on ne prépare pas, bah, le risque, c'est aussi que les gens ne comprennent pas ce que tu présentes et les retours qui sont attendus. Et du coup, au final, la design critique tombe un peu à plat, quoi. Bah, je pense que le Notion est aussi, on a essayé d'avoir un sorte de fil conducteur assez concis, avec savoir poser les bonnes questions pour ce document-là. Et normalement, ces questions qui sont dans le Notion, tu te les es posées en amont dans ta phase de discovery concernant les enjeux business, quel est le problème que tu souhaites résoudre. Donc tout ça là, en fait, tu l'as déjà. Donc c'est juste effectivement de le mettre dans ce document-là. Il y a au final très peu de travail préparatoire, puisque normalement tout est déjà au minimum déjà établi lors de tes phases de discovery en amont. Yes. Et je vois qu'il est 12h59. Une dernière question et on s'arrête là. Alors, la question, c'était pour les itérations post-design critique, comment faites-vous? Est-ce que vous utilisez les branches de Figma? Alors on est en train de migrer en abonnement, parce que je crois que les branches ne sont disponibles que côté Figma entreprise. On est en train de migrer parce qu'effectivement, ça scale dans toute la boîte. Donc on a besoin de plus d'accès. Donc, on n'utilise pas cette feature-là de Figma. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement assez itératif. Classiquement, on fait les modifications selon les retours. Donc, ça peut être soit un Notion si c'est un document écrit, soit un FigJam si c'est sur un flow, soit un Figma si c'est sur des écrans. Et là, on est plus selon les modifications, on est quand même plus en asynchrone et donc à publier sur nos channels Slack. Donc, pour le moment, non, on n'est pas en mode full itérative branche à la Git. Très, très clair. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on a répondu quasiment à la majorité des questions. Merci à Thomas Cochet, à Thomas Pitot et à Charles-Henri. Merci beaucoup pour votre partage. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Ouais, merci. Avant de finir, je vous rappelle qu'en fait, mardi prochain, on aura un event avec Malte et Capi pour en fait un event sur des widgets et plugins sur Figma. N'hésitez pas à vous souscrire. Merci encore beaucoup.
Je vous laisse le FigJam ouvert avec tous les ressources. Je vous envoie en fait un mail, un récap avec le replay qui sortira d'ici quelques jours. Encore une fois, un énorme merci à l'équipe de Shine et à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut. À bientôt tout le monde, grand merci. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ciao. Oui. Salut, ciao.